Monsieur Ngwanda, bonjour. Bonjour. Je vais d'abord vous présenter. Donc vous êtes Monsieur Honoré Ngwanda. Vous étiez conseiller diplomatique du président Mobutu de 1980 à 1981, ambassadeur du Zaïre en Israël de 82 à 1985, responsable des services de sécurité et de renseignement du Zaïre de 85 à 90, ministre de la Défense nationale dans 3 gouvernements successifs, de 90 à 92, puis conseiller spécial du chef de l'État pour les questions de sécurité de 92 à 97. Donc, Monsieur Honoré Ngwanda, cela veut dire que vous avez participé pendant ces 15 dernières années au pouvoir en place au Zaïre et que vous avez été un élément essentiel de la structure de pouvoir, justement, de la Deuxième République du Zaïre. Vous venez de sortir un livre qui s'intitule « Ainsi sonne le glas, les derniers jours du maréchal Mobutu », édité à Paris par les éditions JDEP. Alors, on voudrait savoir pourquoi avez-vous écrit ce livre aujourd'hui et quel message vous voulez faire passer à travers cet écrit. Bien, je l'ai dit dans mon livre, le but pour lequel j'écris ce livre, c'est d'abord le devoir de mémoire. Vous savez, personnellement, j'ai beaucoup souffert dans l'exercice de mes fonctions sur l'absence d'écriture. Prenez l'histoire de notre pays. Moi, aujourd'hui, si je veux me documenter sur les conditions dans lesquelles notre pays a accédé à l'indépendance, je n'ai pas d'écrit. Nos aînés qui ont participé, vos papas, et moi je dis mes aînés, qui ont participé aux négociations de l'indépendance, personne n'a écrit. Aujourd'hui, nous n'avons que les témoignages des Blancs. Les journalistes et quelques écrivains et quelques responsables européens, belges, qui ont écrit. C'est une lacune excessivement grave. D'autres sont encore vivants, mais personne ne nous a laissé des éléments précis. Nous avons des grands événements dans notre pays, comme le Lumumba. Il est mort. À la mort de Lumumba, nous ne savons pas aujourd'hui qui l'a tué, où se trouve son cimetière, où l'a-t-on enterré, dans quelles circonstances on l'a tué, personne ne le sait. Nous avons Moulélé qui est mort, personne ne le sait. Nous avons connu la période de rébellion dans notre pays. Aujourd'hui, si vous voulez vous documenter sur la rébellion, il faut aller lire Verhagen, Benoît Verhagen, le professeur d'histoire. Moi, je trouve que c'est une lacune que nous avons eue dans notre pays. On peut ne pas aimer Mobutu, mais il y a au moins un élément positif. Un des éléments positifs, c'est qu'il a favorisé l'accession, la promotion, n'est-ce pas, des intellectuels zaïrois à l'accession de notre pays à l'indépendance. On n'avait pas d'intellectuels. Mais aujourd'hui, le pays dégorge d'intellectuels. Et si aujourd'hui encore que nous avons des intellectuels qui ont dirigé et dirigent le pays et qui ne lèguent pas à la postérité le message de l'histoire, moi je crois que là, il y a quelque chose il y a une lacune, raison pour laquelle j'ai estimé qu'il est de mon devoir, et je crois que je ne suis pas le seul, nous tous qui avons dirigé le pays, nous avons le devoir de vous léguer, vous les jeunes. Moi, mon message s'adresse à vous les jeunes. Et bien sûr à ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, mais surtout aux jeunes. Parce que nous avons commis des erreurs, beaucoup d'erreurs. Nos aînés ont commis d'erreurs. Mais quand ceux qui viennent ne savent pas quelles sont les erreurs, pourquoi le pays a été détruit, pourquoi les pouvoirs se sont détruits, se sont succédés, et il n'y a pas eu de stabilité dans notre pays. Nous qui avons été là sur place, nous avons commis d'erreurs, nous n'avons commis pas que des erreurs, il y a eu aussi de bonnes choses qui ont été faites, mais il faut livrer tout cela à l'histoire. Voilà pourquoi j'estime, pour moi, qu'il est de mon devoir, surtout que j'ai joué un rôle assez fondamental dans le système qui vient de partir. Le renier, ce serait, n'est-ce pas, de l'hypocrisie et du mensonge. Un homme politique doit s'assumer. Et je m'assume en transmettant à la postérité et à la mémoire de l'histoire les expériences que j'ai vécues dans un système qui vient de passer. Il y a de bonnes choses, il y a de mauvaises choses, c'est à l'histoire et à la postérité de juger. D'accord. Vous venez de préciser justement que vous avez pris part,
une part importante dans le déroulement et dans l'action du système de la Deuxième République au Congo. Alors, avant d'aller dans le détail justement de votre écrit, de ce témoignage historique, je voudrais vous poser une question, celle de savoir, pendant toutes ces années où vous avez travaillé auprès du maréchal Mobutu, quel était le sentiment qui vous animait? Est-ce que vous aviez le sentiment de travailler pour un pays et pour un État, ou bien pour un homme et pour un régime? Le tout à la fois. Parce que n'oubliez pas, dans notre constitution, le président de la République est une institution. Ça, beaucoup de gens l'oublient. Le président de la République est une institution. Mobutu était un citoyen zaïrois, mais était en même temps une institution, et la première de toute la République. Donc, en tant que la première institution de la République, quand vous travaillez avec le président de la République, vous travaillez avec une institution de la République. Et il est difficile de dire que je travaille pour une institution qui est un homme, et vous dites que je ne travaille pas pour cet homme, à moins qu'on change la Constitution. Donc, c'est pour ça que je vous réponds, je travaille pour tout ça à la fois. Pour l'homme qui était le président de la République, une institution, la première institution du pays, pour mon pays, pour le parti, parce qu'il était chef d'un parti. Et si on ne l'accepte pas, on se retire. J'étais libre de me retirer, mais je me suis engagé à travailler pour toutes ces raisons que vous venez de citer à la fois. Allons maintenant donc dans les détails justement du livre. Quelles ont été les dernières paroles du président Mobutu? Je crois l'avoir dit. Ces paroles portaient d'abord sur, disons, la conclusion de son examen de conscience. Je crois que c'est ça. C'était la conclusion de son examen de conscience après la fin des événements. Parce qu'on pouvait considérer ça la fin d'une étape. C'est ce que j'ai dit, ainsi sonne le glas. Donc, c'était la conclusion. J'ai compris qu'il a eu le temps de réfléchir. Il réfléchissait. C'est un homme qui avait une forte capacité de réfléchir. Et c'est ça qui faisait de lui un grand stratège. Il réfléchissait beaucoup, mine de rien. Et puis, il m'a donné aussi des conseils. Donc, je peux dire deux choses. C'était la conclusion de son examen de conscience et des conseils. Et dans cet examen de conscience, est-ce qu'il reconnaissait une certaine part de responsabilité dans ce qui arrivait justement au pays, c'est-à-dire le chaos dû à la guerre qui venait après justement ces années de pouvoir? Je ne peux pas vous le dire pour l'instant. J'ai dit que ce qu'il m'a dit, ce n'est pas maintenant que je peux en parler. Le moment viendra, j'en parlerai. Mais ça fera l'objet d'un second livre peut-être? Probablement, j'aime écrire, certainement ça sera l'objet d'un autre livre, mais pas pour l'instant. Pour des raisons que j'ai évoquées, je ne le dis pas maintenant. D'accord. Bon, maintenant revenons sur une certaine chronologie justement des derniers événements disons, qui ont émané cette période pour notre pays. Alors, je voudrais savoir, au départ, quand la guerre s'annonce, en 1996 en fait, comment a réagi l'entourage du président Mobutu? Parce que lui, à l'époque, était malade ici en Europe. Alors, je veux savoir comment a réagi l'entourage, parce qu'on a l'impression qu'il y a eu un certain laisser-aller. On n'a pas pris au sérieux directement cette menace qui pesait sur le pays. Vous savez, le problème, et je l'épingle bien dans mon livre, et je l'ai décrit assez largement. Ici, je vais simplement me résumer compte tenu des contraintes du temps. Je crois que là, c'est un problème qui repose sur l'absence du suivi des dossiers de l'État. Parce que la guerre de l'Est, à l'Est du pays, c'est un phénomène qui ne pouvait pas échapper aux responsables du pays à tous les niveaux que ce soit. Parce que nous étions tous informés de la situation. Il y a eu des missions de l'armée qui allaient à l'Est. Je me rappelle, et je crois que dans les archives de notre télévision nationale, on peut voir les interventions que j'ai faites, et je me rappelle avec Kibambi Chitwa, sur la guerre de l'Est. Et là, j'avais dit à la population, et ça s'adressait en même temps au gouvernement, que c'est un problème qui risque de prendre une ampleur du niveau national. Donc on ne pouvait pas dire qu'on ne connaissait pas le dossier. Le dossier était très bien connu, mais il y avait comme une sorte de laisser-aller. Et comme je dis, au début de la guerre, les gens, les autorités du pays
ont été plus absorbés par une guerre intérieure. Comme j'ai dit, une guerre en cache une autre. Il y avait la guerre qui venait de l'Est du pays, mais il y avait surtout la guerre des responsables. Le Premier ministre avait contre les généraux, parce que les généraux réclamaient des moyens. Le Premier ministre n'était pas d'accord avec les généraux parce qu'il estimait que l'argent remis aux généraux partait dans leur poche pour les commerces. Il avait en partie raison, compte tenu de certaines réalités que nous vivions à l'époque. Je les décris, pas pour faire de la délation vis-à-vis de qui que ce soit. Ce n'est pas le but de mon livre. Ce n'est pas de faire du mal ou de noircir qui que ce soit. Mais il est un devoir d'écrire les événements tels qu'ils se sont passés. Même si ça fait du mal à certains, je leur demande pardon. Mais je dois faire prévaloir la vérité plutôt que d'avoir peur de blesser les gens. Mais il y a eu cette négligence où les gens étaient plus absorbés par les luttes de positionnement, parce qu'il faut retenir un élément que je relève dans ce livre. Mobutu malade et l'entourage, sachant que physiquement, il était presque inapte à pouvoir continuer à diriger le pays, eh bien, il s'est déclenché dans la tête du pays une guerre de positionnement pour pouvoir contrôler le pouvoir après Mobutu. Donc, beaucoup de gens réfléchissaient sur l'après-Mobutu plutôt que sur la gestion de la guerre proprement dite. Voilà, en peu de mots, le sentiment que moi, je dégage de l'atmosphère et de l'ambiance qui régnait à la tête du pays au moment où la guerre s'est déclenchée. Donc vous voulez dire par là que l'autorité du chef de l'État n'arrivait plus à s'exercer? Non, non. Je vais vous donner un fait. Oui. La guerre est arrivée, je suis arrivé, j'ai vu le chef de l'État, je donne la date où j'ai vu le chef de l'État. Le soir de mon arrivée à Nice, à Lausanne, où il venait de sortir de l'hôpital, je lui ai fait le point de la situation et je lui ai dit que votre état de santé ne vous permet pas qu'on traite les dossiers de l'État. Mais je souhaite que vous puissiez instruire vos généraux pour qu'ils renforcent immédiatement la situation à l'Est et particulièrement à Bukavu, parce que la guerre est imminente et si elle se déclenche et qu'elle parte d'Ouvira et qu'elle atteigne Bukavu pour entrer à l'intérieur du pays, tel que vous et moi nous connaissons la situation de notre armée, on ne saura pas tenir. Alors il faut éviter que cette guerre éclate, il faut l'écraser à l'œuf. C'était le soir. Le matin, à 5 heures, je reçois le coup de fil d'un de mes collaborateurs pour me signaler que Ouvira venait de tomber. Et j'ai informé le président de la République. Il m'a dit, j'informe les généraux tout de suite pour qu'ils aillent au front pour me résoudre cette situation. Et imaginez-vous, 3 mois après, il n'y avait aucun général qui avait mis pied même à Goma. D'accord. Et pour justement s'arrêter sur un détail, mais important, parce que vous avez parlé du chaos en fait qui régnait à la tête du pays en l'absence d'un exercice de l'autorité du maréchal Mobutu, des luttes internes entre le gouvernement et les généraux. Alors, justement, à un certain moment, M. Tshisekedi a fait le voyage de Nice. Et, semble-t-il, il y a eu un accord tacite entre lui et le maréchal Mobutu pour qu'à son retour, le maréchal le nomme comme Premier ministre. Oui. Est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui pourquoi M. Tshisekedi n'a pas été nommé Premier ministre au retour du maréchal? C'est une bonne question. Je vais vous donner les faits, parce qu'il faut rétablir l'histoire. M. Tshisekedi est allé voir le directeur du cabinet, M. Vundoa Tepemako, à Kinshasa. Moi, je me trouvais à Nice avec le président Mobutu. M. Vundoa a contacté le président et m'a contacté pour dire Tshisekedi veut venir voir le président. J'ai informé le président. Le président m'a dit, vous informez le directeur, je suis d'accord, il peut venir. Le directeur du bureau a arrangé le tout. Tshisekedi a payé son propre billet. Et puis, il est venu. Le président Mobutu lui a donné les véhicules à l'aéroport de Nice. Le protocole s'est occupé de lui à l'aéroport de Nice. Il est arrivé. Le lendemain, il y a eu audience. Je n'ai pas pris part à l'audience. Vous allez dire pourquoi? Parce que l'audience était privée.
Ici, vous voyez la différence entre président de la République institution et président de la République individu. L'audience étant privée, Tshisekedi venons le voir comme son ami pour pouvoir lui présenter ses amitiés et ses sympathies, un geste qui est extrêmement louable parce que ça montre là au moins un apprentissage pour nous des cultures démocratiques. Il est arrivé, le président Mobutu l'a reçu. Ce sont deux amis, c'est que beaucoup de gens ignorent. Moi, je le sais, parce que je connais leur passé. J'ai eu à traiter avec le président Mobutu, j'ai eu à traiter avec M. Tshisekedi dans l'exercice de mes fonctions. Je connais les deux hommes, l'un et l'autre m'ont confirmé que ce sont deux amis, et les faits historiques sont là. Et l'audience a eu lieu. Après l'audience, Tshisekedi est sorti. Il y a eu une interview de la presse internationale. Quand il est sorti, on lui a posé la question: avez-vous traité des problèmes du gouvernement? Réponse de M. Tshisekedi: non. Ce qui est vrai. Il n'avait pas traité de problème du gouvernement. J'ai posé la question au président. Il n'avait pas traité de problème du gouvernement. Il y a eu ensuite, le soir, une interview de la radio-télévision belge. Et là, M. Tshisekedi aurait lâché qu'il s'est entretenu avec le président Mobutu du problème de Premier ministre et qu'il avait été accordé. C'est le président Mobutu qui m'a appelé, j'étais à l'hôtel, pour dire: avez-vous suivi les déclarations de Tshisekedi? J'ai dit non. Il dit: il a déclaré à la presse que je lui ai donné le poste de Premier ministre, rectifier les choses pour éviter qu'on ait les conflits avec le Parlement. Vous savez pourquoi le président Mobutu a dit ça? Et si j'ai obéi et j'ai fait le démenti, c'est parce que, cher ami, il y a une constitution. Et dans cette constitution, de ce moment-là, une constitution qui n'avait pas été élaborée par Mobutu, mais par toute la classe politique de notre pays, il avait été convenu que le président de la République gouverne, règne mais ne gouverne pas. Cela veut dire que le président de la République ne pouvait pas nommer de son propre gré un Premier ministre. C'est la classe politique à laquelle n'appartenait pas le chef de l'État qui devait désigner un Premier ministre, le présenter à la famille du président de la République. Celle-ci devait l'accepter et ensemble présenter le candidat au président qui devait simplement procéder à la nomination. Donc, Tshisekedi, comme Mobutu, le savait. Mais s'il y a arrangement, Mobutu n'interviendra que lorsque les deux classes politiques se sont entendues et lui présentent le nom de Tshisekedi. Voilà pourquoi on ne pouvait pas le nommer. C'est ainsi que, lorsque je suis rentré au pays, il y a eu un tollé. Mobutu a voulu nommer Tshisekedi, Nganda s'est opposé. Mais lorsque Tshisekedi est rentré, il y a eu une grande mobilisation à Limete. Il a pris la parole et il a dit aux gens que le président Mobutu ne peut pas me nommer parce que ce n'est pas conforme à la Constitution et nous n'avons pas traité de ce problème. Nous autres, dans notre pays, nous avons souvent tendance à ne retenir que ce que nous voulons retenir. Mais Tshisekedi lui-même avait confirmé à la population devant la télévision nationale et les télévisions privées qu'il n'avait pas traité du problème de Premier ministre avec Mobutu et que ce problème devait être arrangé selon la Constitution. C'est un juriste, M. Tshisekedi, lui-même l'a reconnu. Donc on n'avait pas, ce n'est pas qu'il s'était entendu et après on a refusé, non. Mais le vrai problème viendra, et je le traite dans mon livre, lorsque le président Mobutu est rentré au mois de décembre au pays. Lui-même était d'accord pour qu'on nomme Tshisekedi Premier ministre. Il a donné instruction à sa famille politique. Mais sa famille politique était déjà noyautée par le Premier ministre. Et sa propre famille politique n'a pas suivi Mobutu et a représenté, au moment où le président Mobutu attendait qu'on lui présente la candidature d'un nouveau Premier ministre, qu'il attendait probablement être Tshisekedi, les dirigeants de sa propre famille sont passés à la télévision pour annoncer que les FPC maintiennent leur confiance au Premier ministre Kengo Adondo. Le président Mobutu était déçu, il était irrité parce qu'il n'avait pas donné ces consignes-là. Voilà la réalité, voilà la vérité. En vous entendant parler, la décision de nomination de Tshisekedi au poste de Premier ministre serait sortie
de l'imagination de Tshisekedi, parce que vous utilisez les conditionnels en parlant de cette nomination. Est-ce que vous avez pris l'initiative de poser la question à M. Tshisekedi pour savoir pourquoi il avait finalement donné l'interview en disant qu'il a été nommé par le président de la République? Mais je n'avais pas à lui de poser la question parce que quand il était encore au pays, moi je suis passé, on m'a interviewé quand je suis rentré. Moi je retiens l'histoire, mon cher ami. Quand je suis rentré au pays, Télé Zahir à l'époque est venu m'interviewer à ma résidence et m'a posé la question. Et j'ai dit, attendez le retour de M. Tshisekedi pour lui poser la question. Il reviendra dans 2 jours. Je crois que les archives sont encore dans notre pays. Et quand Tshisekedi est revenu dans 2 jours, personne n'avait plus besoin de lui poser la question. Parce que lui-même a donné la réponse en public. Pourquoi aller encore lui poser la question? Toujours pour abonder dans le même sens, vous avez parlé du président de la République en séparant la personnalité et l'institution président de la République. Oui. Et vous avez insisté sur le fait que le président ne pouvait pas nommer, que le Premier ministre allait être proposé par le camp d'en face qui était l'opposition. Absolument. Vous venez de faire allusion à des consignes que le président aurait données à sa famille pour nommer Tshisekedi. En décembre. Y a-t-il pas contradiction? Il n'y a pas contradiction. Le président a donné consigne à sa famille politique. Pourquoi? Parce que c'est sa famille politique qui devait accepter la candidature d'un Premier ministre, qui devait venir de l'opposition. C'est tout à fait logique. Ça reste toujours dans la logique. C'est le président de la République qui est le chef de sa famille politique. L'opposition devait proposer à la famille politique du chef de l'État la candidature d'un Premier ministre. La famille politique pouvait refuser. Et comme le président Mobutu savait que dans sa famille politique, il y avait des gens qui n'acceptaient pas la candidature de Tshisekedi, lui-même a donné consigne que maintenant, compte tenu de la situation et que la population demande, réclame Tshisekedi, je demande à ma famille politique d'accepter la candidature si elle était présentée par la famille de l'opposition. C'était ça le consigne. Tout compte fait, la décision de la famille politique primait beaucoup plus sur la décision de la présidence. Non, c'était complémentaire. C'était complémentaire. La famille politique proposait, mais comme le président Mobutu était en même temps chef de sa famille politique, c'est comme ici en France. C'est comme ici en France. Aujourd'hui, le président Chirac ne dirige pas le RPR. Mais le RPR, vous regardez ce qui se passe. Qu'est-ce que maintenant Séguin a dit? Nous nous alignons pour les Européennes derrière la position du chef de l'État, parce que c'est lui le patron moral de leur parti politique. Donc les partis politiques fonctionnent pas de la même manière. La partie politique du président ne s'était pas alignée sur les consignes qu'elle lui aurait données. Justement, c'est là que je montre que le président Mobutu, pour répondre à sa question, avait perdu le contrôle même de son parti. C'est ce que j'ai dit dans mon livre. C'est pour montrer justement que le président Mobutu avait perdu même le contrôle de son parti, parce que son parti était noyauté par d'autres gens beaucoup plus forts que lui, qui se battaient pour le pouvoir. Okay. Allons sur un autre détail, mais très important justement, Oui, de ce début, disons, du conflit. À ce moment, vous donnez même un document très important, c'est-à-dire les propositions du Rwanda et de l'Ouganda pour la paix, Oui. qui ont été faites en novembre 96. Exact. Et vous expliquez très bien dans votre livre qu'il y avait environ 11 propositions qui étaient négociables, mais que rien n'a été fait et que ça a été bloqué. Alors pouvez-vous nous dire, ici, de façon succincte, quel a été le mécanisme qui a conduit justement à bloquer ces négociations qui auraient été salutaires si elles avaient été entreprises à ce moment-là? Oui, mais je vais vous résumer les faits. Moi, je m'étais rendu compte d'une chose. Et aujourd'hui, en tout cas, les faits me donnent raison. Devant cette guerre qui avançait, et on dit avant d'aller à la guerre, pour le plus petit des stratèges militaires et des stratèges politiques tout court, avant de vous mesurer ou d'affronter un adversaire, vous observez d'abord quels sont ses moyens. Quels sont ses moyens de frappe et quelles sont mes capacités de résistance et mes capacités de riposte. Et quand vous vous trouvez en position de force, vous pouvez engager l'épreuve. Mais si vous vous rendez compte que vous n'avez pas les moyens de résister, vous négociez. Je crois que c'est aussi simple. Et tous les stratèges politiques et militaires dans le passé l'ont fait. Et c'est un principe, c'est une réalité, elle ne change pas. Et je m'étais rendu compte que notre armée n'existait plus. Pour la simple raison que j'ai été moi-même ministre de la Défense et responsable de sécurité. Donc je suivais de très près ce qui se passait du côté de l'armée. Et c'est ainsi que j'ai demandé au chef de l'État de nous engager immédiatement dans la voie des négociations. Le gouvernement n'a pas accepté cette voie parce que le gouvernement avait une autre thèse.
le Rwanda et l'Ouganda étant des agresseurs, il n'est pas question qu'on négocie avec eux tant qu'ils occupent notre territoire. Je n'étais pas de cet avis, parce que je savais la détermination qui était derrière. Et je me suis dit, quelle que soit cette position, moi j'engage, après avoir reçu le feu vert du chef de l'État, je me suis engagé dans cette voie. Je suis allé le voir la veille du sommet de Nairobi 1. Et je suis arrivé à Kampala, où j'ai vu Museveni, et nous avons commencé les discussions, et il a accepté, Kagame a accepté, il est arrivé. Nous devrions, et les deux ont accepté, clairement, parce qu'ils savaient que j'avais des éléments, des documents à l'appui. Ils savaient que je connaissais la vérité. Donc ils ne pouvaient pas me dire que ce n'est pas ça. Ils ont accepté, mais ils ont dit, voici nos raisons pour lesquelles nous nous battons. Sur ces points-là, si nous nous entendons, je crois que nous pouvons arrêter la guerre. Et en examinant ces points que je publie dans le livre, j'ai vu qu'il y a beaucoup de points sur lesquels on pouvait facilement tomber d'accord. Mais au moment où on devait aller avec eux à Nairobi, parce que Museveni avait dit, nous allons à Nairobi, nous nous entendons sur ces points et nous déclarons qu'il y a cessez-le-feu. Et nous entamons directement des discussions. Mais il y a eu pression, le chef de l'État m'a téléphoné, il dit le gouvernement est catégorique, si vous mettez les pieds à Nairobi, eh bien vous allez être interpellé au Parlement pour haute trahison. Parce que le gouvernement a décidé de ne pas négocier avec ces deux pays. Vous engagez des négociations, vous serez interpellé. Alors, je me suis excusé auprès de ces deux chefs d'État en inventant la raison que le président Mobutu m'avait donnée de documents publiés par les Américains et qui faisaient pression au Parlement et tout. Et je suis rentré. Voilà le blocage. Je suis rentré. Le document, je l'ai ramené au chef de l'État, qui l'a remis aussi au gouvernement. J'avais remis au gouvernement à sa demande. Et nous avons attendu que le gouvernement puisse négocier. Le gouvernement a refusé. Mais le gouvernement acceptera 4-5 mois après, au moment où ce sera trop tard. Voilà, c'est ça la réalité. Et ce blocage de la part du gouvernement, c'était dû à quoi? À une rivalité entre deux diplomaties, la vôtre qui était plus celle officieuse, si je peux dire, oui, du président, effectivement et l'officielle, celle du gouvernement et du ministre des Affaires étrangères. Je dois vous dire en toute honnêteté que pour moi personnellement, je crois que vous n'êtes pas loin de la vérité. C'était plus un problème d'orgueil entre les personnes. Le chef du gouvernement ne voulait laisser passer aucune initiative qui pouvait profiter au chef de l'État. C'était en fait cela, une guerre intérieure, un problème de conflit, de leadership. Voilà, c'est un peu ça. Ouais. Mais en réalité, ce n'est parce que je sais que le chef du gouvernement, comme les membres du gouvernement, c'était tous des intellectuels, ils ne pouvaient pas ne pas comprendre ça. Mais il y a autre chose, est-ce que tous les membres du gouvernement étaient bien informés de toute cette situation? Parce que nous, l'échange d'informations se faisait entre le président de la République et le chef du gouvernement. Pas le gouvernement, mais le chef du gouvernement. Est-ce que tous les membres du gouvernement étaient pleinement informés et est-ce que les membres du Parlement étaient pleinement informés de toutes les réalités qui se passaient à l'intérieur du pays, telles que je vous les décris maintenant? Ça, c'est une autre paire de manches. Pour continuer dans cette question, vous écrivez dans votre livre que M. Museveni a été aidé par le maréchal Mobutu pour son accession au pouvoir en Ouganda. Oui. Alors je voudrais savoir, quelle a été la réaction du maréchal Mobutu quand il a compris que Museveni était en train d'œuvrer justement pour aussi le renverser, lui, à la tête du Congo? Une forte déception. Une très forte déception. D'autant plus, comme je le dis dans mon livre, j'étais moi-même très mal à l'aise. Et si je me suis engagé dans cette voie, c'était aussi pour ça. Parce que c'est moi qui ai présenté Museveni à Mobutu. C'est moi qui ai présenté Museveni à Mobutu. Et au maréchal Mobutu, et lui, après l'avoir accepté, il a maintenant aidé à prendre le pouvoir. Et il avait mis à ma disposition. Et il a aidé jusqu'à prendre le pouvoir. Et maintenant, une fois au pouvoir, vous allez me dire pourquoi vous l'avez aidé. Nous l'avions aidé parce que nous avions trouvé que la cause qu'il avait présentée était bonne. Parce que la situation à l'intérieur de l'Ouganda, comme vous le savez, était décriée par toute la communauté internationale. Et en ce moment, il a demandé l'aide de l'assistance du président Mobutu pour un combat qu'il menait à l'intérieur. Le président Mobutu l'a aidé
pas en envoyant des militaires au front et tout, non, mais il l'a aidé par la logistique avec le président Arap Moi. Et la preuve, c'est que le jour où il a pris le pouvoir en Ouganda, à Kampala, le jour où il a pris Kampala, le même jour qu'il a pris le pouvoir, il a pris l'avion pour nous rejoindre à Goma, où nous étions avec le président Mobutu en visite de travail. Le même jour, il a pris l'avion, il est venu pour le remercier. Donc c'est pour vous dire qu'effectivement, le président Mobutu a beaucoup souffert lorsqu'il a vu que c'est le jeune frère qui l'a aidé à prendre le pouvoir, s'est retourné contre lui pour le poignarder dans le dos, pour utiliser sa propre expression, au moment où il n'avait plus les moyens de pouvoir répliquer. En vous entendant parler, on sent une pointe d'amertume. Est-ce dire qu'avec du recul, cette guerre qui a destitué le président Mobutu était une guerre injuste à votre avis? Injuste ou pas injuste, là n'est pas le problème. Je dirais plutôt que fallait-il cette guerre? Est-ce que cette guerre nous sert aujourd'hui? Parce qu'elle ne termine pas. Parce que cette guerre avait pour but de chasser le démon. Alors, le démon, entre guillemets, est parti, mais la guerre est toujours là. À quoi a servi cette guerre? C'est ça. Si j'en parle avec amertume, c'est parce que je sais que j'appelle ça une guerre inutile. C'est une guerre inutile. Nous aurions pu éviter cette guerre et résoudre le problème autrement. Mais c'est une guerre inutile. Est-ce dire que Kabila est en train de recommettre les mêmes erreurs que Mobutu? Croyez-vous qu'il a corrigé les erreurs? Pour revenir justement à cette guerre, vous avez dit là tantôt que une des raisons qui vous avait poussé à initier justement, enfin à conseiller au président Mobutu qu'il fallait négocier très tôt, c'est que on n'avait pas d'armée, qu'on ne pouvait pas résister à l'offensive des adversaires. Et justement, la raison pour laquelle on n'avait pas d'armée, c'est peut-être parce que justement les généraux, comme vous dites vous-même dans votre livre, étaient devenus des commerçants et n'exerçaient pas leur rôle. Est-ce que sur ce détail-là justement, le président n'avait aucune autorité sur ces généraux? Parce qu'il était aussi chef de l'armée en tant que chef de l'État. C'est là la grande problématique. C'est une question extrêmement pertinente. Je crois que c'est là la grande problématique et vous voyez que j'ai beaucoup ergoté là-dessus. C'est une véritable problématique. Je me suis posé cette question jusqu'à la fin. Ça va vous surprendre, mais c'est la réalité. Je me suis posé moi-même cette question jusqu'à la fin. Parce que notre armée ne manque pas des éléments de valeur. Et le président Mobutu, à chaque fois dans le passé, qui s'est rendu compte qu'un groupe de généraux, où les généraux en fonction s'écartaient ou commettaient des erreurs, il les déplaçait directement. Mais là, nous nous sommes trouvés devant une situation où, malgré la décadence de l'armée, et moi j'ai dit, en tant qu'analyste, c'est la plus grosse erreur que Mobutu a commise les dernières années. C'est d'avoir maintenu à la tête de l'armée une équipe qui était incompétente et qui négligeait complètement la gestion de l'armée. Parce que ce n'est pas les officiers de valeur qui manquaient à notre pays. Et le président Mobutu était la première personne pour le savoir parce que c'est lui qui les a formés. C'est lui qui a envoyé la plupart des jeunes. Nous avons des officiers de grande valeur. Et le président Mobutu lui-même ne cessait de répéter qu'il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que de mauvais chefs. Alors je ne comprenais pas, je n'ai pas compris jusqu'à la fin pourquoi, ayant compris lui qu'à la tête de l'armée, il y avait de mauvais chefs, il les a maintenus. Nous avons connu le premier pillage, le deuxième pillage, qui était un message fort envoyé par la base de l'armée que le président Mobutu n'a pas décrypté. Mais même ça, il y a eu les services, il y a eu d'autres gens qui lui ont fait le rapport pour lui faire comprendre l'importance de la gravité plutôt de la situation qui était dans l'armée. Mais pour une raison que jusqu'ici, je continue à chercher, le président Mobutu n'a pas réagi. Et il réagira trop tard quand il est venu changer pour mettre Mayele et tout cela. Moi, je trouve que c'était déjà un peu trop tard. N'était-il pas victime quelque part du clanisme, entre guillemets, instauré au niveau des officiers supérieurs au niveau de l'armée? Puisque lorsqu'on essaie de dépioter tout ça, on se rend compte que quasi tous sont originaires d'une seule région. Et je vais aller plus loin. Peut-être que vous avez des jeunes. La plupart étaient de son propre clan comme moi. Ils étaient plus d'un bandit. Ben, moi, je suis aussi un bandit. Mais j'estime
Et j'ai toujours estimé que le président Mobutu ne m'avait pas mis à côté de lui parce que j'étais un bandit. Mais il m'avait mis à côté de lui parce que j'étais compétent de faire le travail que je faisais à côté de lui. Et qu'il était de son devoir qu'à partir du moment où il se rendait compte que je ne remplissais plus mes fonctions comme il l'attendait, il était de son devoir de me mettre à l'écart. Je ne vois pas quelle pression clanique pouvait s'exercer sur le chef de l'État qui est au-dessus de tout. Avec quels instruments? Parce que vous avez dit que nous avons des officiers valeureux qui sont à travers le pays. Absolument. Lorsqu'on essaie de regarder avec attention sur les officiers supérieurs, un regard, on se rend compte quand même que lorsqu'ils changeaient, c'était quand même la même ethnie qui revenait. Est-ce que n'était-il pas là en train de créer Là, je ne suis pas d'accord avec vous. Je ne crois pas qu'il y avait la même ethnie qui revenait. Si vous parlez d'ethnie, je vous dis c'est faux. Pour la région, si vous voulez. Oui, pour la région, je vais ouvrir une petite parenthèse, si vous permettez. On dit qu'il y a eu le tribalisme, ou le régionalisme plutôt. Vous-même, vous parlez d'une tribalisation de l'armée. Oui, j'en parle très bien. Et j'ai dit, à la fin, il y a eu la tribalisation de l'armée. Et pour continuer sur la question de mon collègue, justement, avant que vous répondiez, cette tribalisation-là, vous-même, vous n'y avez pas mis un terme quand vous avez été ministre de la Défense. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi? Mais quand j'ai été ministre de la Défense, j'ai nommé qui? À la tête de l'armée. C'est ça, il faut bien connaître les structures de notre pays. Le ministre de la Défense ne nomme pas le chef d'état-major général. Il ne nomme pas l'état-major général de l'armée. Ça, c'était l'exclusivité du chef de l'État. Le ministre de la Défense avait pour tâche de gérer les dossiers de la défense du pays. Mais quand il s'agit de la nomination des chefs d'état-major général et tout cela, la réalité de notre pays, ça c'était du domaine réservé du chef de l'État. Ça, ce n'était pas... Il ne demandait jamais l'avis du ministre? Il demandait quand il le voulait, mais il pouvait demander l'avis du ministre quand il le voulait, mais il informait. C'est un homme qui était très galant. Il informait. Quand il prenait sa décision, il appelait chaque fois le ministre de la Défense pour dire « je vais faire ça, ça et ça et ça ». Et parfois, il écoutait aussi les objections. Quand objection il y a. Mais quand j'ai été ministre de la Défense, il n'y a eu aucune nomination. Les archives sont là. Pendant que j'ai été ministre de la Défense, il n'y a eu aucune nomination à la tête de l'armée. C'était l'état-major, c'était Mayele qui était ministre de la Défense, nommé par le chef de l'État, et puis qui a liquidé les affaires courantes. Il est venu presque au même moment que moi, j'étais nommé ministre de la Défense. Et c'est tout. Et pour répondre à la question de la tribalisation plus générale... Oui, la tribalisation, je vais d'abord plutôt parler de la régionalisation et de la tribalisation. Régionalisation, il faut d'abord reconnaître une chose. Le lingala est la langue de l'armée. Qui a instauré ça comme langue de l'armée? C'était les Belges. Ce n'est pas Mobutu. Ce sont les Belges. Pourquoi? Parce que ce sont les Belges qui ont recruté les militaires à l'Équateur. Ce n'était pas Mobutu. Mobutu était recruté comme tout le monde, mais par les Belges. Ça, ce sont des séquelles de l'histoire que nous avons tous subies. Il ne faut pas qu'on se fasse d'illusions. Quand vous prenez le domaine de l'armée s'est trouvée, et pourtant, l'armée s'est trouvée au Kasaï. La base de formation militaire, c'était au Kasaï. Mais le recrutement se faisait à l'Équateur. C'est depuis l'époque des Belges. Et c'est pour cette raison que le lingala de l'armée a une connotation de Chiluba. Mulungwa ou Mukendakuna et tout cela. Ce n'est pas le lingala de l'Équateur. C'est un lingala qui a une teinte de Chiluba. Pourquoi? Parce que les Belges recrutaient à l'Équateur, mais venaient former au Kasaï. Et déjà depuis l'époque, n'est-ce pas, de la force publique, quand ils sont partis, qui était l'homme le plus gradé de l'armée? C'était Bobozo. Il est de l'Équateur, il est un bandit. Ce sont les Belges qui ont laissé cette situation. C'est là, il faut voir le problème sur le plan historique. Mais cela ne justifie pas que 30 ans après, on dise que ce soit toujours les mêmes. Ça maintenant, il y a là maintenant notre part. Je fais la part des choses. Ça, c'est la part coloniale, mais il y a une séquelle qui justifie cette prépondérance. Mais quand on voit maintenant à l'intérieur, et je donne bien un peu l'historique dans mon livre. Vous venez d'expliquer, disons, l'historique, donc c'est-à-dire le poids du legs de l'histoire, de la colonisation des Belges, et maintenant, justement, essayer de nous donner une explication ou une justification du statu quo pendant la Deuxième République.
Oui, le statu quo pendant la Deuxième République, je l'explique bien dans mon livre, dans ce sens que il s'est créé au sein de notre armée, et là j'entre dans la tribalisation, il s'est créé une tradition. La personne qui est à la tête de l'armée avait autour de lui chaque fois des adversaires qui le combattaient pour le remplacer. Et pour se défendre, chaque chef d'état-major général qui arrive à la tête de l'armée ou à la défense, qu'est-ce qu'il fait? S'il est à la tête de l'armée, il procède rapidement au recrutement des gens de sa tribu pour pouvoir renforcer sa propre position au sein de l'armée. Ou celui qui est à la défense envoie beaucoup d'officiers ou des candidats officiers à l'extérieur, dans les écoles, à l'étranger, pour renforcer sa position. Et ce phénomène, n'est-ce pas, de guerre, des clans, comme j'appelle la guerre des clans entre les généraux, a favorisé l'essor, n'est-ce pas, de la tribalisation de l'armée, qui est devenue pratiquement une gangrène qui a tué l'armée. Je peux me résumer en ce mot-là. D'accord. Mais le président, le maréchal, quand vous avez été son collaborateur assez proche, il n'a jamais cherché à essayer d'endiguer ce phénomène, cette tendance justement à ce que cette guerre des clans pousse en fait à figer l'armée, à ne pas pouvoir laisser s'exprimer les différentes ethnies du pays et à ne pas faire une armée nationale. C'est lui, le président Mobutu, et je crois que ça a été sa force et sa faiblesse à la fois. Ça a été sa force à un certain moment, mais cette force s'est retournée contre lui à la longue. Et c'est ça que j'ai dit dans mon premier chapitre, qui est le chapitre de la conclusion, en fait, le signe des temps. C'est-à-dire qu'il faut savoir lire les signes des temps pour modifier adapter votre comportement à l'évolution du temps. À un certain moment, cette situation de conflit entre les généraux jouait en faveur du président Mobutu parce que ça lui permettait de contrôler tout le monde, parce que dans cette guerre, chacun voulait avoir l'appui du chef de l'État pour écraser l'autre. Donc il restait pratiquement l'arbitre. Et c'est ça qui a fait de lui pratiquement le socle de l'armée, et on appelait l'armée de Mobutu, parce qu'il était pratiquement le seul qui pouvait assurer l'unité de cette armée. Quelque part c'était bien, mais quelque part c'était dangereux, parce que c'était un seul homme qui pouvait assurer l'unité des autres. Pour lui, pour la protection de son pouvoir, c'était bien. Ça lui évitait qu'il y ait, par exemple, les coups d'État. Parce qu'un général qui veut faire le coup d'État, automatiquement, il est dénoncé par son adversaire. Quelque part, ça faisait bien l'affaire du président Mobutu. Mais à la longue, c'est un élément qui a détruit son armée. Il a peut-être considéré l'aspect de protection de son pouvoir, je le décris dans mon livre, sur le plan de l'analyse tout à fait froide. Et c'est cette attitude-là a constitué sa force à un certain moment, mais à la longue, ça a constitué aussi sa faiblesse. Il y avait le groupe des généraux qui était là, dont vous faites allusion. Il y avait aussi les civils qui étaient influents par rapport au président de la République. Bien sûr. Et en parcourant votre livre, deux noms sont revenus assez souvent. Là, vous m'ouvrez une brèche. J'ai lu assez souvent le nom de Kengo et le nom de Fambi. Est-ce que vous leur en voulez? Qu'est-ce que vous leur reprochez personnellement? Non. Je voudrais justement vous rectifier. Pourquoi vous dites que je leur en veux? Je n'invente rien. Je constate. Je n'invente pas. Si j'inventais, alors j'en voudrais aux gens. J'invente pour faire mal. Mon livre n'est pas pour faire mal à qui que ce soit. J'analyse après avoir perdu le pouvoir. Il n'y a aucun sentiment de revanche dans ce livre? Non. Si vous en avez, vous me faites remarquer. Mais je n'ai aucun sentiment de revanche parce que je n'ai pas d'ennemis. Je n'en veux à personne. Et dans ce livre, je vous dis en toute honnêteté, c'est à mon corps défendant que j'ai écrit ce livre. Parce que je sais que ça devrait faire mal à quelques-uns, aux uns et aux autres. Et ce n'est pas mon but. Ce sont des gens que je respecte tous. Et que ce soit le président Mobutu, que j'ai dit, et je dis dans mon livre, que j'ai servi et j'ai décidé de les servir fidèlement jusqu'au bout, jusqu'à sa mort. Ce n'est pas, si je voulais lui faire mal, c'est de son vivant que je l'aurais fait. Mais ce n'est pas après qu'il est mort. Ici, je veux, comme je vous dis, après avoir passé une étape, j'analyse les faits
froidement. Et je lègue, que ce soit mal ou bon, mauvais ou bien, je lègue ça à la postérité pour que vous qui êtes des jeunes, vous puissiez dire, voilà, le président Mobutu qui était un homme fort, mais il avait, voilà, dans la description de sa méthode de pouvoir, voici les éléments qui ont créé sa faiblesse à la longue. Vous serez peut-être un ministre demain. Vous serez peut-être l'un de vous un grand responsable demain. Vous allez recommencer l'expérience du pays à zéro. Non, vous allez vous référer à ceux qui vous ont précédé, à nous qui vous avons précédé, pour dire quelles sont les erreurs qu'ils ont commises et quelles sont les bonnes choses, les bonnes idées qu'ils ont eues. Et ça va vous guider pour vous orienter. Donc si je cite quelques noms, ce n'est certainement pas pour régler des comptes, parce que je n'ai des comptes à régler avec personne. Revenons sur justement le rôle du Premier ministre, justement, M. Kengo, que vous fustigez dans votre ouvrage. Et alors je veux savoir quel que je stigmatise, je préfère. Bon, d'accord, je ne fustige pas. Admettons. Oui. Qu'est-ce que vous lui reprochez essentiellement? En fait, je ne reproche rien à personne, mais je fais mes évaluations personnelles. Il y a une nuance que je crois que vous percevez. Je ne suis pas là pour accorder des bons points et des mauvais points, non. Mais en tant que responsable, je ne peux pas simplement raconter les faits sans pouvoir émettre mes appréciations. Et là-dessus, je dis, en relevant les faits, je dis, il y a une chose, personnellement, que je relève comme étant une faille du côté du Premier ministre, c'est que il avait tous les paramètres de la situation. Personnellement, je n'ai pas compris. Au début, et je le dis dans mon livre, quand il n'a pas voulu débloquer la situation des généraux, parce qu'il exigeait le changement du commandement de l'armée, j'ai été d'accord avec lui, je le dis dans mon livre. Et quand il a fait la démarche pour le retour de Mayele, je l'ai soutenu. Pas disons je l'ai soutenu, nous avons travaillé ensemble parce que j'ai partagé ce même point de vue. Donc j'étais d'accord avec lui parce que ce serait une contradiction. J'avais constaté que l'armée était pourrie, que ceux qui étaient à la tête de l'armée avaient abandonné l'armée et que le Premier ministre voulant changer la tête de le commandement de l'armée que je m'y oppose, alors là ça n'aurait pas été logique de ma part. C'est que ça aurait été aussi le problème sentimental. Or dans les affaires de l'État, j'ai fait un effort de dépasser mes propres sentiments. Pour aller au fond des choses, vous dites, il y a même un titre de paragraphe qui est Mobutu se débarrasse de Kengo, mais trop tard. J'y arrive. Je vais y arriver. Je vais d'abord dire pour le fond et j'arrive à cette conclusion. Le Premier ministre Kengo avait tous les éléments sur l'évolution de la guerre, avait tous les éléments sur la liquéfaction de notre armée. Et il avait tous les paramètres pour, et il était l'homme le mieux placé pour savoir que nous n'avions pas d'armée pour résister à l'armada qui venait de l'est du pays. Je n'ai jamais compris pour quelle raison il s'est entêté dans la situation, dans la position pour dire on ne négocie pas tant que les deux pays, les armées de ces deux pays n'ont pas quitté le territoire. Et là-dessus, les faits me donnent raison. Parce que au mois de novembre, de décembre, de janvier et de février, il a refusé catégoriquement toute négociation avec ces gens. Et pendant ce temps, qu'est-ce que nous avons vu? Ces gens avançaient. Bukavu est tombé, Goma est tombé, Kisangani est tombé. Et au moment où Lubumbashi allait être tombé, on dit oui, nous allons négocier. Et nous allons à Lomé, et nous nous retrouvons côte à côte avec ces gens qu'on a refusé de négocier avec eux. Pendant 5 mois, on va se retrouver à côté d'eux, à Lomé, sans que la condition préalable qu'on avait posée ne soit résolue. Mais pourquoi avoir attendu? C'est ça que j'ai dit, le signe des temps. Agir, oui, erreur stratégique. J'arrive maintenant. Vous pensez qu'il y avait une stratégie, disons, tacite à tout ça, de la part de M. Kengo? Ça, il faut lui poser la question. Je ne veux pas lui prêter votre sentiment personnel là-dessus? Moi, en tout cas, j'ai dit simplement que je n'arrive pas à comprendre parce que c'est un homme extrêmement intelligent. C'est un stratège aussi, comme Mobutu. Mais pourquoi le gouvernement s'est cantonné dans cette position aveugle de refuser toute négociation pendant 5 mois
et d'accepter cette négociation sans obtenir un seul point de leur préalable. 5 mois après avoir perdu la moitié du pays, on accepte les négociations seulement 5 mois après. J'ai dit pourquoi? C'est ça ce que j'appelle l'erreur stratégique. Et pendant ce temps, même au niveau de la population, les gens s'étaient rendus compte de cette mauvaise politique. Et en ce moment-là, le gouvernement Kengo était devenu l'un des gouvernements les plus impopulaires de toute la période de la transition. Je décris cela. La rentrée du président Mobutu, quand il est rentré, il y avait 3 cris. Mettez-nous, repoussez Kabila dehors, les rebelles dehors, renvoyer Kengo et améliorer notre condition sociale. C'était 3 points que les gens réclamaient au président. Donc, améliorer notre... Et pour ça, la conclusion de tout, remettez Tshisekedi au pouvoir pour arranger toute cette situation. C'était pratiquement remettre Tshisekedi, c'était la conclusion de tout. Mais c'était 3 points forts que les gens réclamaient. Et comme le président Mobutu est arrivé, comme je vous l'ai dit au début, il y a eu le noyautage de la famille politique du chef de l'État. Sa volonté était que Tshisekedi revienne, mais sa famille politique ne l'a pas suivi. Il s'est retrouvé en porte-à-faux avec sa famille politique. Kengo a été maintenu, et c'est là que Mobutu a perdu toute la popularité qu'il avait reçue. À son retour au pays, il a perdu à partir du moment où Tshisekedi n'a pas été nommé. Et alors, 2 mois, 3 mois, 4 mois après seulement, il va faire partir Kengo, au moment où le pays était déjà envahi, au moment où tout était complètement cuit. Les gens ne sont pas dupes. Ils ont compris, et quand il a enlevé Kengo, mais j'ai dit c'est un acte qui vient, c'est un acte inutile. Quand il est parti, il n'y a même pas eu d'impact. Je crois, je ne sais pas si vous aviez suivi, mais il n'y avait plus eu d'impact. C'est un acte qui est passé comme un fait divers pour la population. Et il enlève Kengo en nommant justement le général Likulia. Encore une erreur extrêmement grave. Oui, mais avant de s'arrêter là-dessus, il le nomme, et cette fois-ci, il ne passe pas. Pourquoi? Voilà, pour une raison d'état d'urgence. Oui. Pourquoi n'a-t-il pas fait ça la première fois pour nommer Tshisekedi? Je crois que vous avez vu dans mon livre, en ce moment, en tout cas, moi j'assume mes responsabilités sur ça. Le professeur Vundoawe et moi, nous avions estimé, en ce moment-là, quand le président est rentré, que les choses évoluaient normalement. D'abord, il n'avait pas décrété un état d'urgence et on avait estimé que ce n'était pas important de décréter un état d'urgence. Et comme il avait réuni toute sa famille, les familles politiques de l'opposition et de la mouvance présidentielle à l'OUA, à la cité de l'OUA, pour leur donner les directives sur leurs prérogatives constitutionnelles de lui présenter un nouveau Premier ministre pour la formation d'un nouveau gouvernement. Nous avions estimé que là, on était dans le bon. Parce que nous n'avions pas. Il y a un élément très important. Pourquoi? Parce que même au sein de l'opposition, il y avait une guerre entre Tshisekedi et Kengo. Parce que Kengo aussi avait noyauté sérieusement l'opposition. Lussor et alliés avaient été sérieusement noyautés. Parce que le tout se passait au Parlement. Et parmi les parlementaires qui représentaient cette famille politique de l'opposition, plus de 3/4 avaient basculé derrière Kengo. Ce qui fait que Tshisekedi, en ce moment-là, n'avait pas aussi une majorité. Mais compte tenu surtout du fait que nous avons dit toute la population, tout le peuple zaïrois, à l'époque, réclamait le retour de Tshisekedi, nous avons estimé que sa famille politique était la première responsable pour assumer l'acte de nous le présenter comme candidat pour qu'on entérine. Peut-être que c'est là l'erreur que nous avions commise à cette étape-là. Et je dis, est-ce que ça a été une erreur? Est-ce que si on avait laissé, le président Mobutu avait procédé à la nomination d'autorité de Tshisekedi comme Premier ministre, est-ce qu'on n'aurait pas provoqué une fissure dans l'opposition où les autres allaient dire « Vous avez nommé Tshisekedi sans nous consulter, nous n'acceptons pas ». Nous avons voulu éviter toute cette guerre interne au moment où nous avions une autre guerre en face. Nous avions pensé que l'opposition allait agir de concert pour nous présenter réellement la candidature de Tshisekedi, ce qui n'a pas été le cas. La question est de savoir, est-ce que vous n'avez pas l'impression que les politiques étaient coupés de la réalité de la population? Je l'ai dit dans mon livre, vous l'avez lu. Oui, c'est ce que j'ai dit. Oui. C'est pour ça que j'ai bondi dessus, oui, pour dire que où est-ce que vous mettiez finalement la population? Mais c'est ce que j'ai dit, il y a eu une fracture sociale entre la classe politique
Et je relève que même après la non-nomination de Tshisekedi, même les députés étaient décriés. Les députés, donc comment on les appelait encore à l'époque, les conseillers de la République. Les conseillers de la République étaient décriés par la population. Tant ceux de l'opposition que ceux de la mouvance présidentielle, ils étaient tous décriés par... Et c'est ça qui a fait que dans la famille politique du chef de l'État, des jeunes conseillers politiques de la famille politique du président, c'est eux qui ont provoqué la chute de Kengo. C'est parce qu'ils se sont rendus compte qu'à cause d'une certaine action, la population maintenant décrit tout le monde et ils ont dit nous devons garder notre virginité et ils ont déclenché une action. Et je crois que c'est le Conseil de la République Ngongoluo qui avait lancé l'action dans le Parlement qui a abouti maintenant à la chute de Kengo. C'était un de la famille politique du président Mobutu. Ce n'était pas celui de l'opposition. C'est Ngongo qui a lancé ça et tous les jeunes se sont ligués derrière lui et ils ont pris tout le monde de court. Ni le président Mobutu, ni Kengo, ni personne ne s'attendait au résultat de cette action mais qui a abouti à une motion de méfiance vis-à-vis du gouvernement Kengo et le président Mobutu a pris acte. Décidément, vous lui prêtez beaucoup de pouvoir à M. Kengo. Mais je ne lui prête pas, je constate qu'il avait beaucoup de pouvoir. Bon, il avait le gouvernement, il avait le pouvoir financier, il avait le pouvoir politique, il avait le pouvoir militaire parce que c'est de lui qui venaient les moyens. Justement, je vous pose cette question, qui est peut-être encore une preuve de ce pouvoir qu'il avait. Au moment où M. Kengo a quitté le Zaïre, il est venu ici en Europe. Monsieur Kinké Moulumba, ministre de l'Information, déclare que M. Kengo a fui avec une partie des caisses de l'État, de l'argent qui était dans les caisses de l'État. Je crois, le lendemain, l'ambassadeur Kimboulou dément cette information. Et il paraît que cet ordre de démentir lui soit venu de la présidence. Vous, qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? C'est tout ce que je peux vous dire, que j'ignore tout. J'ai suivi cette guerre de communiquer comme vous. Exactement comme vous. Donc, je n'en parle pas dans mon livre, parce que je n'en sais rien. Dans mon livre, j'ai parlé des choses que je connais et des choses que j'ai faites. Mais pas des racontards. J'ai suivi cette guerre de communiquer comme vous. Mais est-ce que vous savez si oui ou non il est parti avec de l'argent qui était dans les caisses de l'État? Je n'ai jamais vu des preuves. Moi, je suis un intellectuel. Je travaille sur base des faits, pas sur base des rumeurs. Parce que je sais que moi-même, j'ai été victime de beaucoup de rumeurs. Donc, je sais ce que les rumeurs peuvent faire comme dégâts. Et Kengo est un homme d'État. S'il a volé, il faut qu'on prouve qu'il a volé. Parce que celui qui a fait le communiqué était Premier ministre. Il était censé disposer des documents. Mais il n'a pas présenté ces documents qui prouvent que Kengo avait emporté de l'argent. Je n'ai jamais vu ce document. C'est pour cette raison que j'ai ignoré complètement cela dans mon livre. Parce que si j'avais des faits, soyez sûr, je l'aurais mis dedans. Mais je n'ai pas eu de faits. J'ai appris que se communiquer comme tout le monde, mais je n'ai eu aucune preuve. Pour moi, ce sont des rumeurs. D'accord. Monsieur Kengo a déclaré à la mort du président Mobutu que c'était un homme qui avait ses qualités et ses faiblesses. Et il a ajouté, je le cite, « Le président écoutait toujours le dernier venu ». Est-ce que vous qui avez côtoyé le président de près, est-ce que c'était vrai que le président était influençable et que c'était le dernier conseiller venu qui avait toujours la faveur? Non, dire que c'était toujours le dernier qui avait la faveur, je crois que même Kengo n'a pas voulu dire réellement ça, mais il a voulu dire que souvent, c'était une... moi, tel que j'ai compris, parce que Kengo connaît mieux le président, pas mieux, mais autant que moi, et ce qu'il a dit est vrai, que le président écoutait beaucoup, et il était très influençable. Ça va vous surprendre, mais c'est la réalité. Parce qu'on a dit c'est un dictateur, celui qui prend des décisions d'autorité, tout cela. C'est vrai, il avait aussi un aspect vraiment d'autorité. Ça ne se discute pas. Mais à cela, Mobutu avait plusieurs facettes. Il écoutait beaucoup. Et beaucoup de grandes décisions qu'on a prises dans ce pays, dans notre pays, et qu'on lui a imputées. Et effectivement, on doit les lui imputer, je l'ai dit, il est en politique, quand on est chef, on assume tout. Mais beaucoup de grandes décisions qu'on impute aujourd'hui à Mobutu, moi je sais que ce n'est pas Mobutu qui les a prises. Mais ce sont des décisions qui ont été suggérées par des collaborateurs. Mais Mobutu avait beaucoup le respect aussi des collaborateurs. Il respectait les secteurs. Quand un économiste vient, il lui dit, président, voilà, nous devons prendre telle décision économique. Mobutu n'était pas économiste. Comment voulez-vous qu'il ne l'écoute pas? Mais quand il prend la décision, c'est lui qui l'assume.
mauvaise ou bonne, il l'assume. Et je sais, la zaïrianisation, ce n'est pas Mobutu. Je connais les gens qui sont venus lui présenter le dossier de la zaïrianisation. C'est l'une des décisions catastrophiques qui a condamné notre pays à la situation que nous connaissons aujourd'hui. Mais aujourd'hui, on dira que c'est Mobutu. Mais ce n'était pas lui. Mais c'est qui? Bisengimana. Je sais que c'est son directeur de cabinet, Barthélemy Bisengimana à l'époque. C'est lui l'auteur de la zaïrianisation. Mais c'était son directeur de cabinet. Il lui a fait confiance. Il doit assumer politiquement cette décision. Mais il a cru que son collaborateur étant expert dans ce domaine-là, il pouvait l'écouter et le suivre. Mais on voit le résultat aujourd'hui. Peut-être pour en terminer sur le chapitre de gens pour lesquels vous avez constaté pas mal de faits, nous en prenons, mon collègue a parlé de Kengo, moi j'en reviens avec Fambi. Les gens qui n'ont pas lu votre livre découvriront certainement quelques faits à travers le dialogue que nous proposons. Qu'est-ce que vous reprochez à Fambi? Qu'est-ce que vous avez constaté sur Fambi qui puisse aller dans le sens, entre guillemets, de le haut pilori à travers votre ouvrage? Ben, je l'ai dit largement dans mon livre, qu'il a joué un rôle en coulisses, mais qui a été néfaste pour le président. Il a neutralisé les services de protocole, il a neutralisé les services de sécurité rapprochés, prendre le chef de l'État pour sortir sans prévenir, par exemple, les services de sécurité. Et ça, c'est une faute grave. Mais il faisait des programmes parce que le déplacement d'un chef d'État, ça exige un certain préalable. Pour que le chef de l'État sorte, il faut que les services savent où il va, que les services le précèdent et comprennent certaines dispositions. Ce sont autant d'éléments qui sont indispensables. Parce que d'autres diraient, ben, pourquoi, mais ce n'est pas la vie privée du président. Non. Quand on parle de l'exercice des fonctions, le président Mobutu, ce n'est pas le citoyen Mobutu Sese Seko, c'est le président de la République. Et le président de la République est géré par une structure de l'État. Il y a la maison civile du chef de l'État pour gérer sa dotation présidentielle. Il y a les services de sécurité pour gérer sa sécurité. Il y a le protocole pour gérer son emploi de temps. En tant que président de la République, il ne peut pas faire n'importe quoi et n'importe comment. Et là, c'est un individu qui ne figure nulle part dans l'organigramme officiel de l'État et qui neutralise les services de l'État pour imposer sa volonté à faire gérer le chef de l'État un emploi de temps qui n'est pas conforme à l'emploi de temps du chef de l'État. C'est ça que je dénonce. Peut-être deux petites questions subsidiaires. Comment est-il arrivé là? Est-il arrivé là? Et aussi... Il est arrivé là tout simplement par la conjoncture. Je le dis, le président Mobutu s'étant replié à Badolité, Badolité étant un petit village, et là, il mène une vie de famille, mais en même temps, il n'a pas que la famille, il a l'État zaïrois. Alors, le style de la vie familiale a prévalu sur le style de la vie de l'État. Voilà, c'est ça la... Vous dites même chef coutumier ou chef de l'État. Voilà, c'est ça, c'est ce que j'ai dit. Est-ce que c'est la vie de chef coutumier ou chef de l'État? C'est ça que j'ai intitulé, chef coutumier ou chef de l'État. Alors là, je réponds, le style était le style de chef coutumier, pas le style de chef de l'État. On dit souvent que vous avez les nez creux. Les nez creux, c'est-à-dire vous êtes perspicace. Oui, oui, je vois. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir été finalement dribblé par famille? Entre guillemets, pour être dribblé, non. Une expression prosaïque. Non, non, dribblé, non. Dribblé, pourquoi? Non. Mais j'estime que, vous savez, il y a une chose. Un conseiller n'est que conseiller. Même fut-il conseiller spécial, vous n'êtes que conseiller. Le conseiller du président Chirac n'est que conseiller. Le président Clinton a plusieurs conseillers. Il a un conseiller spécial. Mais ils ne sont que conseillers. Bien sûr, il leur accorde, moi j'ai dit, le président Mobutu m'accordait toute l'attention voulue à un conseiller spécial. Mais il y a sur les points, quand il prend une décision, fut-elle sur sa vie, la conduite de sa vie ou sur la conduite des affaires de l'État, je m'arrête là. À partir du moment où il prend une option, comme Kengo l'a dit, qu'il y avait plusieurs gens qui venaient lui donner des conseils, et il écoutait peut-être le dernier venu. Mais quand ce dernier venu est autre que le conseiller spécial ou le directeur de cabinet ou le premier ministre ou je ne sais quoi, ben, il est libre, mais il assume maintenant en ce moment sa décision. C'est là toute la différence. Parce que je n'étais pas du genre à dire que le président doit absolument faire ce que je veux, non.
je donne mon point de vue, j'essaye de peser par la force de mes arguments. S'il écoute, tant mieux. S'il n'écoute pas, tant pis. Parce que c'est mon rôle. Si je lui demande de décider ce que je dis, alors en ce moment, je lui fais un coup d'État. Je vais diriger le pays.